Bonjour à tous et merci d'être venus. Donc aujourd'hui, je vais aborder plus tout ce qui va être cause de la scoliose idiopathique. Le titre de ma présentation, ça va être scoliose idiopathique, oui, mais quelle cause? Dans l'idiopathique, on entend qu'on ne connaît pas la cause, mais il y a quand même quelques suspicions et puis quelques projets de recherche qui sont à l'heure actuelle en train d'aboutir ou qui posent encore de nouvelles questions. Pour les gens un petit peu pressés puis qui doivent partir avant la fin, voilà ce que j'aimerais que vous reteniez. La première chose, c'est la prise en charge orthopédique des scolioses idiopathiques doit se faire par corset à partir de 25 degrés donc de Cobb. Donc c'est absolument important que quand vous surveillez un patient qui arrive à cet angle-là, il faut qu'il ait un contrôle orthopédique au minimum en plus de votre prise en charge si vous êtes chiro. Les indications chirurgicales par la SRS se font à partir de 45 degrés. Donc même chose, si vous avez un patient qui arrive à ce niveau-là, il faut le référer aussi à l'orthopédiste pour qu'il y ait une décision d'opérer ou de ne pas opérer qui soit prise. Dans ma présentation, ce que je vais essayer de vous faire mémoriser, c'est qu'il ne faut pas voir la scoliose comme une maladie, où le concept maladie va dire qu'il y a une cause unique, mais bien comme un syndrome. Donc un ensemble de signes et de symptômes qu'on va voir chez une personne, mais qui peuvent avoir des causes différentes. En tant que chiropraticien, avec votre formation dans le domaine de la santé et puis en soins vertébraux, puis tout ce que vous avez comme accès au niveau radiologie, etc., vous devez jouer un rôle très important dans le dépistage des scolioses, surtout dans un endroit comme le Québec où il n'y a pas de dépistage systématique dans les écoles. Pas encore. Chose à faire attention aussi, c'est sur les cas de scoliose idiopathique, c'est important de faire votre examen neurologique concis et puis de le pousser un petit peu plus sur certaines choses comme vérifier les territoires nerveux au niveau du thorax ou les réflexes cutanés abdominaux. Puis faites pas de promesses aux patients, vous allez voir quelques chiffres dans la présentation qui montrent que spontanément les scolioses peuvent régresser. Donc promettez pas que vos traitements vont faire régresser la scoliose. Elle pourrait régresser, mais elle aurait pu régresser aussi dans certains cas sans que vous fassiez rien. Donc soyez conscient de ça. Donc la scoliose, je pense que vous en avez entendu parler pas mal depuis le début du mois tous les vendredis, mais on va renfoncer le clou. C'est une déformation en 3 dimensions de la colonne vertébrale. Suivant l'âge, on va la classer comme congénitale, donc elle était déjà présente à la naissance, comme infantile, donc elle a une apparition très précoce entre la naissance et puis 3 ans, juvénile, 3 et 10 ans, l'adolescente qui est la plus courante, et puis à l'âge adulte. C'est la déformation la plus fréquente dans le cadre de l'adolescence au niveau de la colonne vertébrale. C'est plus fréquent chez les jeunes filles, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas arriver chez les garçons. Il y a quand même un bon nombre de cas qui arrivent. Et puis encore une fois, la majorité des cas, 70%, sont dits idiopathiques. Donc encore une fois, ça veut dire dont on ne connaît pas la cause, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Puis ça ne veut pas dire, parce qu'on ne connaît pas la cause, que tous les cas de scoliose idiopathique ont la même cause. Ça, c'est important à retenir. Et puis, dans 30% des cas environ, il y a une cause qui est connue. Il y a à peu près 50 maladies qui entraînent une scoliose secondaire. Donc actuellement, où est-ce qu'on en est? Le traitement standard, la prise en charge standard de la scoliose, ça va être un traitement vraiment symptomatique. Donc on a ce syndrome qui est là, qui se manifeste principalement par une déformation de la colonne vertébrale. On va essayer de limiter la progression ou on va essayer de réduire cette déformation. Peu importe la cause, sans chercher à connaître le processus. Le résultat, c'est que les traitements en place, ce sont des corsets qu'on va mettre en place à partir de 25 degrés, qui sont soit rigides pour la plupart des modèles, soit élastiques comme le corset Spinecore qui vous a été présenté. Et puis, à partir de 45 degrés, on va avoir des indications chirurgicales. C'est à partir de 45 degrés qu'on y pense parce que ce qu'on veut éviter, c'est des problèmes de retentissement au niveau cardio-respiratoire qui peuvent intervenir au-delà de 60-80 degrés. Donc on va intervenir tôt.
Voici quelques exemples de corsets que vous avez. Vous voyez, au niveau rigide, vous voyez, je ne les ai pas tous mis, mais vous avez pas mal de variantes. Le corset le plus courant, c'est le Boston, qui est un corset qui est moulé avec 3 points d'appui principaux. Vous avez aussi des corsets qui ressemblent un petit peu à des montages de mécanos pour ceux qui ont des petits souvenirs d'enfance. Plusieurs versions, puis 2 modèles de corsets qu'on va porter principalement la nuit, qui sont aussi des corsets moulés. C'est important de voir que ça, c'est ce qui est de plus au goût du jour au niveau de traitement. Certains peuvent paraître archaïques, mais il reste quand même encore des plâtres qui peuvent être mis en extension et sous traction, notamment chez les jeunes enfants. Voilà encore quelques exemples de corsets. Là, c'est la même patiente avec plusieurs corsets. Vous pouvez la voir sans corset, avec un corset Spinker, un corset de type chéneau et puis un corset chéneau allégé. On ne va pas discuter très longtemps sur les corrections apportées, mais vous voyez que dans certains cas, il peut y avoir des petits inconforts au niveau de l'épaule, et puis après, il peut y avoir le témoignage de la patiente qui peut se retrouver plus confortable dans un que dans un autre. C'est pour ça que des fois, la préférence du patient peut être assez important, en plus de l'idée de correction. Quand on va parler de traitement, une grande question qui va revenir souvent, c'est est-ce que je veux une correction active ou une correction passive? Longtemps, les corsets rigides ont été pris pour quelque chose qui corrigeait la scoliose de manière passive, et puis la personne était prise dedans, perdait des muscles parce qu'ils n'étaient pas fonctionnels, parce qu'ils n'avaient pas besoin de se maintenir. La réalité est tout autre, le corset est très difficile à supporter, c'est douloureux, les points d'appui sont inconfortables. Donc le patient dedans, la patiente dedans va chercher à éviter les contacts inconsciemment. Il va y avoir beaucoup d'activités, puis c'est ce qu'une étude a démontré, je n'ai pas mis la référence, mais a démontré dans les années 2000, c'est qu'il y a beaucoup plus d'activité musculaire chez les patients pendant qu'ils portent leur corset que quand ils sont retirés. Que ça soit de base ou que ça soit dans les mouvements principaux, on peut se maintenir debout, se pencher en avant, se pencher sur les côtés. Ce qui est important, encore une fois, dans le choix du corset, quand un corset devrait arriver, c'est considérer toute sa qualité de vie qui est à côté. Que ce soit les douleurs engendrées par le corset, que ce soit l'image de lui-même dans le corset, comment il va vivre cette situation-là, et puis les répercussions sur ses activités quotidiennes. Est-ce que ça va lui permettre de le faire avec le corset? Est-ce qu'il aura l'autorisation d'enlever le corset pour quelques heures? Oui, vous n'allez pas mettre de corset prescrire de corset pour la plupart d'entre vous ou travailler avec des corsets, mais ça peut être important d'en discuter avec vos patients et puis de vous en rendre compte de cette situation-là. Globalement, on avait l'impression qu'avec le corset Spinker, il y aurait un meilleur résultat au niveau de l'image de soi. Il se trouve que l'adolescent, de toute manière, il a quelque chose à porter qu'il est obligé de porter. Donc encore une fois, ça revient à cette image de soi et puis au choix du patient. L'important, c'est de lui laisser le choix. Puis si vous lui laissez le choix entre le rigide et puis le Spinker, il va pouvoir choisir et puis prendre ce qui va être considéré le mieux pour lui. Si vous lui en imposez un ou l'autre, il va mal le vivre. Donc c'est une décision à prendre avec lui. Corset, efficacité, là où vous avez de la chance cette année, il y a enfin une étude qui est parue avec des preuves solides sur l'efficacité du corset. Et puis, en tant que thérapeute, souvent, on se fait poser la question sur l'efficacité de nos soins. Il se trouve qu'il y a beaucoup de soins qui sont standardisés et qui n'ont pas encore de preuves de leur efficacité. Le tout, c'est qu'on essaie de les maintenir avec les meilleures connaissances qu'on a, tant qu'il n'y a pas d'autres meilleurs traitements qui sont connus. Donc, dans le cas du corset, ça a été très longtemps ce qui a été choisi, le corset rigide. Sur cette étude, 68% des corsets étaient des corsets de type Boston, et puis la deuxième type le plus courant est Wilmington. Puis le résultat, c'est 75% de taux de réussite dans le port du corset. L'objectif du corset, il faut bien mémoriser, c'est ralentir la progression, ce n'est pas annuler la déformation. Donc dans 75% des cas, le corset a permis à ce que le patient est arrivé avec un angle, il est resté à cet angle, il a légèrement progressé ou il a diminué.
Légèrement progressé, ça veut dire qu'il y a une certaine marge au niveau de l'angle de Cobb, une certaine fiabilité, donc on a cette limite d'évolution. Puis dans 42% des cas, dans le groupe qui n'avait pas le droit au corset, ben, il y a une amélioration pareille, ou rester stable. C'est-à-dire que naturellement, vous avez pratiquement la moitié des patients qui ont une scoliose qui vont évoluer de façon satisfaisante. Donc ça, c'est quelque chose d'important quand vous allez prendre en charge vos patients, c'est qu'il faut rester humble devant vos résultats. Je ne dis pas qu'il ne faut rien faire et puis que ça ne sert à rien ce que vous faites, si vous prenez en charge des patients en scoliose, mais ça va être vrai dans d'autres pathologies. Il faut rester humble face aux résultats et puis être content d'aider le patient, mais pas clamer qu'on a fait un miracle. Il y a d'autres pathologies qui sont beaucoup plus faciles à décrire parce que leur évolution naturelle est mauvaise, mais là, heureusement, pratiquement la moitié, ça se finit bien. L'autre chose importante de cette étude, c'est qu'ils ont montré que l'efficacité est proportionnelle au nombre d'heures portées par jour. Puis pour atteindre quelque chose de satisfaisant, de l'ordre de 80%, ben, il faut aller entre 13 et 17 heures de port par jour. Donc corset, lequel choisir, ben, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de vous dire tout au long de ces diapositives qu'on vient de passer. Le corset, en général, il est donné suivant les habitudes du prescripteur. Mais ce qui est important de faire ressortir, c'est aussi la préférence du patient par rapport à ses habitudes de vie, son activité, et puis qu'est-ce qu'il va accepter le mieux. Donc c'est là où vous pouvez intervenir dans faire un choix. Donc prendre en considération effectivement aussi l'efficacité qui a été démontrée, le coût et l'éventuel remboursement pour le patient, parce que c'est des réalités aussi, il y a des familles qui ne pourront pas s'offrir certains traitements. Et puis le cas particulier du patient par rapport à ses activités, ce qu'il veut pouvoir conserver dans sa vie et puis ce que ça lui permet de faire. Le traitement chirurgical. Bon, de nombreuses techniques ont été développées. Je ne vais pas vous faire le tour de tout le matériel chirurgical qui existe, différentes barres métalliques, visseries, etc. Ça ne va pas vous apporter grand-chose. Grosso modo, le principe général de la chirurgie de la scoliose, c'est de diminuer l'angle, diminuer la déformation, diminuer les rotations. Puis ce qu'on va faire, ça va être ce qu'on appelle une fusion vertébrale sur plusieurs niveaux en général. Le chirurgien en général essaie de limiter le nombre de niveaux. Il y a eu une époque, des années 80-90, où c'était beaucoup, on fusionnait tout. Donc on faisait une grande barre de haut en bas, systématiquement. Là, il y a une tendance à diminuer, mais diminuer avec... en faisant attention, parce que ce qui s'est passé de plus en plus, c'est des effets secondaires si on n'immobilisait pas assez de segments. Je vais vous en parler dans les effets indésirables. Mais ce qu'il faut voir quand même, c'est que le travail du chirurgien, maintenant, orthopédique, ressemble de plus en plus à l'analyse posturale qui va être faite en chiropratique. Donc il va y avoir une analyse de face, il va y avoir une analyse de profil au minimum. Ils vont prendre en compte toute la statique de la colonne vertébrale et du bassin, parce que s'ils font un travail droit au-dessus, sans que ça corresponde à la statique du bassin en dessous, à la statique des genoux, l'expérience montre qu'il y a des incidents qui se passent, notamment au niveau de syndromes jonctionnels qui vont apparaître au-dessus de l'instrumentation. Donc ils ont appris de ça, et puis ils commencent à faire un travail comme vous avez l'habitude, comme vous l'avez appris en chiropratique pour le traitement de vos patients. Donc, un exemple d'analyse qui est faite, si vous avez un patient avec un problème de lordose à corriger au niveau lombaire lors de l'instrumentation, ben, juste corriger pour avoir la colonne vertébrale droite, ça ne va pas marcher, parce que ce qu'il faut voir, c'est que le patient, quand on l'a pris en radio debout, il avait les genoux pliés pour compenser ça. Donc si vous réparez ça là-haut, vous le mettez bien droit, mais il va arrêter de compenser, parce qu'il n'a plus la douleur, il est immobilisé, et puis le phénomène ne va pas être amélioré par la chirurgie. Donc il y a des analyses vraiment globales de la statique qui sont faites maintenant. Donc le but de la chirurgie, là cette fois, c'est vraiment de réduire la déformité. Et puis essayer d'éliminer les risques d'incidence fonctionnelle, donc tout ce qui va être cardio-respiratoire, compression nerveuse.
En cas de succès, on a une amélioration globale de la vie du patient et puis surtout de l'image du patient. Ce qui va se passer dans cette amélioration fonctionnelle, c'est relatif parce que le patient il est immobilisé sur beaucoup de mouvements au niveau vertébraux. Donc tout ce qui va être se retourner, tout ce qui va être se pencher, ça va être quelque chose qui va être impossible et puis ça peut empêcher l'accès à certaines activités sportives et puis rendre la vie un peu plus difficile dans certains cas dans la vie de tous les jours. Les échecs, l'échec le plus redouté par les orthopédistes, principalement pour ce type d'intervention, c'est le syndrome de jonction proximale. Donc ce que je vous expliquais, c'est un problème de charnière en fait. Vous avez immobilisé beaucoup de segments et puis vous avez le premier segment haut qui va commencer à souffrir pour essayer de compenser le manque de mouvement. Ça apparaît souvent quand il y a eu une mauvaise analyse posturale pour vous faire la préparation chirurgicale. Puis ça, ils essaient de diminuer ça de plus en plus. Puis les échecs aussi assez courants, c'est devoir répéter des chirurgies parce que la correction n'était pas suffisante, répéter la chirurgie parce qu'il y a eu du bris de matériel, des vis sont cassées, une barre à casser, et puis les infections et tous les risques qui sont inhérents à une chirurgie. Les causes. Donc, comme a été mis un petit peu dans l'annonce, je vais les répartir suivant 7 grandes parties, en commençant par tout ce qui va être plus dans un domaine mécanique, incluant la croissance osseuse en tant que telle, et puis les contraintes biomécaniques qui peuvent être liées ou liées à d'autres facteurs. Alors, on va parler un petit peu d'environnement et puis d'hérédité, de tout ce qui est problèmes hormonaux et métaboliques, anomalies morphologiques du système nerveux, dysfonction neurologique, donc bien différencier vraiment quelque chose qu'on peut objectiver uniquement par un IRM, par une anapath ou vraiment dysfonction neurologique qui peut être juste fonctionnelle sans avoir quelque chose qui s'objective via de l'imagerie. Et puis les considérations génétiques. C'est un petit peu essayer de faire un survol de la littérature scientifique pour voir comment on peut l'appliquer après dans notre pratique de tous les jours et puis ce qui peut avoir comme résultat sur la prise en charge de la scoliose dans les 15-20 ans qui viennent. Concernant la croissance osseuse, on parle souvent de la scoliose idiopathique comme une déformation osseuse primaire. Primaire, quand on le définit au niveau médical, c'est qui n'est causé par rien d'autre d'identifié. Donc c'est quelque chose qui apparaît en soi et dont on ne connaît pas la cause. Puis les autres adjectifs qui peuvent être utilisés pour décrire le même type de phénomène, ça va être le terme essentiel, donc déformation osseuse essentielle, ou alors un terme que vous avez déjà entendu au début de la présentation, idiopathique. Qui dit idiopathique, qui dit primaire, dit essentiel, dit pas forcément qu'il n'y a pas de cause, juste qu'on ne les a pas identifiés. Donc c'est sûr que dans tous les phénomènes, dans tous les modèles de scoliose qu'on a à l'heure actuelle, il y a un problème au niveau de la croissance osseuse, il y a une asymétrie osseuse qui est identifiée, mais est-ce que c'est elle qui est la poule ou est-ce que c'est elle qui est l'œuf, et puis lequel des deux arrive en premier, c'est souvent un problème qui est difficile pour le moment dans tous les domaines où on va faire de la recherche en scoliose. Donc principalement au niveau de ces déformations, qu'est-ce qu'on a? On a une asymétrie des pédicules au niveau de leur croissance. Donc ce qui veut dire c'est qu'il peut y avoir un pédicule qui va grandir plus vite que l'autre. Comme vous connaissez un petit peu tous l'ensemble biomécanique qui est la colonne vertébrale, vous avez des articulations qui sont très intriquées les unes avec les autres, un système ligamentaire solide. Si vous commencez à déformer un élément, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer une rotation d'une vertèbre par rapport à une autre. Puis, s'il y a déjà une rotation, que vous avez cette accélération qui se fait, vous allez accélérer la rotation, et puis c'est un phénomène en cercle vicieux. La symétrie de croissance du corps, c'est quelque chose qui est décrit assez couramment, que ce soit une asymétrie de croissance latérale, convexité par rapport à concavité, ou aussi une asymétrie qui est décrite
chez les scoliotiques antérieur par rapport à postérieur, au niveau des murs antérieurs et postérieurs de votre corps vertébral. Même chose, vous avez un système qui a des articulations postérieures, qui était prévu pour avoir une syphose. Vous accélérez la croissance antérieure. Au lieu d'avoir un mur antérieur plus petit que le postérieur, il devient aussi grand. Vous entraînez des contraintes et puis des risques de rotation qui vont se faire. Donc, des conséquences biomécaniques sur un problème purement fonctionnel de croissance. Les asymétries de côtes aussi peuvent provoquer ça. Il y a beaucoup de modèles animaux où on se contente de ligaturer deux côtes ensemble chez l'embryon et puis on a un modèle de scoliose qui se forme. Donc ça peut être des choses à surveiller. L'ostéopénie, puis l'organisation osseuse anormale, ça c'est aussi des choses qu'on trouve beaucoup dans la scoliose, c'est que les personnes qui ont une scoliose ont en général une ostéopénie un peu généralisée, mais qui est plus prépondérante sur la colonne vertébrale, et puis une organisation des travées osseuses qui n'est pas comme la norme. Encore une fois, c'est ce qu'on retrouve assez couramment. Des exemples de traitements qui sont mis en place à l'heure actuelle pour les cas où on a une asymétrie flagrante de croissance d'une vertèbre, c'est des demi-agrafes. Qu'est-ce qu'on va faire? Chirurgicalement, on va placer une agrafe au niveau de la plaque de croissance pour écraser celle-là, la plaque de croissance qui grossit trop, et puis essayer de diminuer l'extension de la déformation. Donc il y a d'autres aspects à considérer au niveau de cette croissance osseuse, c'est aussi tout ce qui va être le rapport entre croissance osseuse en tant que telle et puis la croissance de votre système nerveux. Et puis cette croissance, du système nerveux, j'en parle sous deux aspects, que ce soit l'aspect vraiment purement morphologique. Vous avez la colonne vertébrale qui grandit trop vite par rapport à la moelle épinière, donc ça va entraîner des tensions sur votre système nerveux, ou que ce soit purement fonctionnel, croissance fonctionnelle du système nerveux, dans le sens où si votre système nerveux n'est pas prêt à gérer la modification importante engendrée par la croissance, il va y avoir des problèmes posturaux qui vont apparaître. Votre système nerveux, en fait, il va fonctionner avec un système où il va apprendre comment est fait votre corps, et puis il va maintenir votre position en fonction. Quand il y a un pic de croissance important, tout ce que le système nerveux a appris, c'est à réapprendre parce que le corps a changé de condition. Donc ça, c'est un endroit où c'est un élément qui permet d'expliquer pourquoi l'apparition beaucoup sur la période d'adolescence. Je vais vous en parler un petit peu plus tout à l'heure. Au niveau biomécanique, le modèle le plus utilisé, c'est un système de cercle vicieux. L'idée, là, c'est d'utiliser la loi de Hütter-Volkmann, qui dit que la croissance dépend de la quantité de compression de la plaque de croissance et peut être ralentie par une augmentation de la pression et accélérée par une tension, une distraction faite sur cette plaque de croissance. En utilisant ça, on a pu mettre en place des modèles de cercles vicieux ou une courbe déjà préexistante. Qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir plus de pression du côté qui est le plus faible parce que la colonne va commencer à s'affaisser de ce côté-là. Tout le poids va aller de ce côté-là. L'autre côté va être étiré alors qu'il poussait déjà trop. Et puis on accélère le phénomène. Le phénomène va s'emballer de lui-même. Puis au niveau biomécanique, la question, après, quand on peut expliquer l'accélération du phénomène, c'est comment il peut apparaître. Qu'est-ce que ça peut être la cause de la déformation de départ, la petite déformation de départ qui va emballer la machine? Première chose, ça peut être des facteurs extravertébraux qui restent encore à découvrir. Donc on ne sait pas. On va encore le qualifier de primaire. Une croissance antérieure vertébrale relativement plus importante. Donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, ça peut expliquer qu'il va y avoir une rotation qui va se mettre en place, une petite asymétrie qui va commencer à se créer, et puis la machine va commencer à s'emballer.
la croissance asynchrone entre le système nerveux et puis la colonne. Donc là, on revient encore à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Le système nerveux n'est pas prêt à être assez efficace pour une poussée de croissance aussi grande. Il ne gère pas le changement de situation et puis le problème de conflit entre la proprioception, le système vestibulaire, etc. va faire qu'on va avoir ce phénomène qui va apparaître. Puis certains processus transitoires asymétriques comme le problème de la croissance asymétrique des membres, on va avoir un membre qui va pousser un peu plus vite que l'autre dans un premier temps, puis il va rattraper. Le temps que le premier se met à pousser, on a une asymétrie qui s'est mise en place. Puis on peut mélanger ça à d'autres facteurs que je vais vous décrire un petit peu plus loin, comme des facteurs hormonaux avec la mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée la nuit et qui est supposée ralentir la fonction des cellules. Ce qui se passe s'il y a un défaut au niveau de cette hormone ou des récepteurs ou de la façon dont est géré le signal, la croissance va s'accélérer, elle ne va pas s'arrêter la nuit, et puis on a une accélération de ce cercle vicieux. Au niveau biomécanique, comment on explique que la scoliose apparaît si facilement et plus préférentiellement chez l'être humain plutôt que chez des animaux quadrupèdes? C'est vraiment cette position de bipède, les adaptations qui ont été faites de la colonne pour permettre la position debout, l'adaptation sagittale de la colonne avec les courbes qu'elle a, les rotations et contre-rotations axiales au niveau du bassin par rapport à la colonne, l'élargissement du tronc en largeur pour permettre de répartir autrement les organes, et puis toutes les instabilités que ça crée. Donc globalement, ce qu'on peut retenir d'autre pour tout ce qui va être rôle sur l'apparition, ça va être une asymétrie droite-gauche normale du tronc. Vous savez tous que, par exemple, au niveau abdominal, les organes ne sont pas parfaitement symétriques, donc le poids est réparti différemment, le cœur n'est pas tout à fait central, le poids au niveau du thorax est réparti différemment, et puis de même, toute la croissance va avoir quelques impacts par rapport à ces pressions minimes, mais suffisantes pour ne pas être totalement symétriques. Puis là, encore une fois, la croissance asymétrique des membres. Et puis, ce qui est plus sur la progression, ça va être la posture debout. Le fait d'être debout va permettre d'accélérer cette situation. L'ostéopénie relative des vertèbres vont permettre qu'un côté va pouvoir se faire écraser un peu plus quand il commence déjà à se faire écraser. Tout ce qui est problème de dégénérescence discale va pouvoir aussi accélérer le phénomène. D'où le fait qu'on parle de plus en plus maintenant de scoliose dégénérative et puis qu'on commence à traiter des adultes même tardivement. Et puis tout ce qui est problème de modulation de la croissance, donc tout ce qui va être hormonal. Donc encore un lien avec d'autres causes. Environnement et hérédité. Ça c'est un point assez important. Ça vient beaucoup du fait ça vient beaucoup des études qu'on a faites chez les jumeaux, chez les vrais jumeaux. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on avait des vrais jumeaux dont un développait une scoliose et puis l'autre ne développait pas une scoliose. Puis comment on explique, alors qu'on considère qu'il y a quand même une grosse partie qui est liée au patrimoine génétique pour la scoliose, comment on explique que deux individus avec le même génome n'ont pas le même devenir au niveau de leur scoliose? Le seul résultat, c'est tout ce qui va être épigénétique, donc c'est la partie héréditaire non génétique. Donc c'est tout ce que vous allez hériter, que ce soit de vos habitudes alimentaires héritées de vos parents, que ce soit de vos habitudes d'activité physique de vos parents, du côté inquiétude psychologique liée à votre milieu de vie, etc. Donc c'est tout ça que vous allez entraîner avec vous comme hérédité, et puis qui va avoir une pression sur l'expression de votre génome. Et puis qu'est-ce qu'on observe là-dedans? On observe donc tout ce qui va être nutrition, les apports en vitamine D, en calcium, les décisions de faire des régimes, le niveau d'activité physique, le type d'activité physique choisi, les accidents que vous allez subir, toute la détresse psychologique qu'un individu peut avoir par rapport à son milieu.
Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Puis votre patient qui va venir, eh ben, c'est important de voir comment il évolue dans sa famille, qu'est-ce qu'il y a comme pression familiale autour de lui. Ça peut être aussi des choses qui sont importantes à considérer dans son évolution. Si vous le voyez vraiment étouffé et écrasé par son environnement familial, ben, il y a peut-être un lien à prendre en considération. Tout ce qui est hormonal et métabolique. Ça va me permettre de refaire un point sur ce que je viens de dire avec l'hérédité. Et puis aussi faire un retour aussi sur la croissance. Au niveau recherche dans le domaine des hormones et du métabolique, il y a plusieurs voies qui ont été abordées. Bon, naturellement, il y a beaucoup les hormones sexuelles qui ont été creusées, notamment parce qu'on a vu que ça apparaît majoritairement chez les filles. Donc il y a eu beaucoup de recherches sur les oestrogènes. On s'est rendu compte que les oestrogènes, en tant qu'hormones sexuelles, puis ça peut arriver aussi pour les testostérones, vont permettre d'accélérer beaucoup de choses, comme la croissance du tronc. Puis comme le tronc inclut la colonne vertébrale qui est visée par la scoliose, ben, on a un lien direct. Donc si on avait déjà un problème d'asymétrie, qu'on rajoute une hormone sexuelle qui va accélérer la croissance, eh ben, on accélère l'effondrement du château de cartes. Une autre piste qui avait été pas mal creusée, c'est la mélatonine. Toujours même idée, on a une croissance avec un problème asymétrique de départ, la croissance accélère ça, la mélatonine n'est pas efficace, ça croît plus longtemps par jour, puis on a quelqu'un qui était plus petit au départ, qui se retrouve en moyenne, pour les gens qui ont une scoliose, qui se retrouve à être plus grand que la moyenne après, que ça soit si on considère avec la scoliose ou en dépliant la scoliose. Qu'est-ce qui se passe en fait? On s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de la mélatonine, oui, on avait des niveaux différents de sécrétion de la mélatonine, mais en fait ce qu'on s'est rendu compte en creusant, ce n'était pas l'hormone qui était en défaut, c'était les récepteurs, ou plus particulièrement une protéine derrière le récepteur, une protéine qui va permettre de faire la signalisation de l'arrivée de l'hormone. Cette protéine, c'est la protéine G inhibitrice. Vous devez avoir ça un petit peu en mémoire de vos cours de biologie cellulaire. C'est une hormone, je vais y arriver. C'est une protéine qu'on retrouve liée à beaucoup de récepteurs hormonaux, pas seulement la mélatonine. Toutes les hormones, tous les signaux extracellulaires qui vont avoir besoin de diminuer l'activité d'une cellule, ils vont être tous liés à un moment donné à une protéine G inhibitrice. D'où le résultat, c'est qu'on va avoir beaucoup de systèmes hormonaux qui vont être touchés dans le cadre de la scoliose, quand on a une scoliose qui est liée avec un problème de protéine G inhibitrice. Autre problème qui a été creusé pas mal, c'est une hormone qui est l'ostéopontine. L'ostéopontine, c'est une hormone qui a été pas mal travaillée, notamment au niveau de Sainte-Justine, sur son lien avec la scoliose. Ce qu'on trouve, c'est que l'ostéopontine, c'est une hormone qui est sécrétée dès qu'il y a un choc, dès qu'il y a un traumatisme, pour normalement permettre la réparation des os. Donc ça va être principalement sécrété quand il va y avoir une fracture pour permettre d'aider la réparation. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça peut être aussi sécrété quand il y a un choc psychologique. Ça peut être sécrété quand on va faire des poses de broches dentaires. Ça peut être sécrété aussi quand on va mettre un corset. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que certains groupes de scoliose réagissent très mal à la sécrétion d'ostéopontine. Et puis, dès qu'il y a un pic d'ostéopontine, ils vont avoir leur scoliose qui va progresser de façon fulgurante. Donc, mauvaise pioche, on avait mis un corset pour diminuer le risque de progression, on vient d'accélérer le risque de progression. Ça, c'est un petit pourcentage, mais c'est assez important de le savoir, et puis c'est une avenue thérapeutique qu'il va y avoir. Vous allez avoir de plus en plus de dépistages qui vont se mettre en place sur les causes connues, et puis surtout sur les choix thérapeutiques qui vont devoir être faits. Donc là, on a quelques pourcentages de patients dont on sait que
Si on leur met le corset, ça va accélérer, alors que si on les avait laissés tranquilles, ça serait mieux. Ça fait partie de ce vers quoi s'en va la recherche. Les anomalies morphologiques du système nerveux. Puis c'est là où ça va être important pour vous d'écouter, d'ouvrir bien vos oreilles, parce que c'est quelque chose sur lequel vous allez être confronté. C'est une réalité, c'est que jusqu'à 30% des cas de scoliose idiopathique ont une anomalie structurelle du système nerveux qui n'est identifiée que très tardivement. C'est-à-dire que c'est que dans les endroits où il y a un IRM systématique préopératoire qu'on les dépiste. Puis ces déformations, ces anomalies sont malheureusement souvent assez silencieuses. C'est-à-dire que sur un examen neurologique normal, classique, rapide, concis, vous n'allez pas les détecter, ou alors il va falloir être très 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 attentif. Qu'est-ce que c'est qu'on va trouver? Donc vous l'avez sur l'écran. On va pouvoir trouver assez souvent des syrinx cervicothoraciques, des tonsilles cérébelleuses trop basses. Donc qu'est-ce qu'on entend par tonsilles cérébelleuses trop basses? On entend pas tout à fait un Arnold-Chiari, parce que l'Arnold-Chiari type 1, ça va être quand les tonsilles vont être 5 mm en dessous du foramen magnum, mais on va avoir quelque chose avec entre 0 et 4 mm. Puis dans ce cas-là, ça crée des compressions neurologiques qui sont légèrement sous-cliniques, mais qu'on associe très bien avec l'apparition d'une scoliose. Ça va engendrer aussi des problèmes d'anomalies dynamiques du liquide céphalorachidien. Ces anomalies de liquide, c'est quelque chose qui peut être lié aussi avec l'apparition de syrinx. Dans la plupart des syndromes neurologiques que vous connaissez, vous avez un syndrome lésionnel et un syndrome sous-lésionnel. Le problème de la syringomyélie, c'est que souvent, le syndrome sous-lésionnel est absent. Donc on s'attend en général d'avoir un réflexe Babinski qui est présent, donc un cutanéoplantaire qui est anormal, d'avoir un clonus, d'avoir des choses qui vont retentir en bas. Sur le syrinx, vous allez avoir très souvent quelque chose de normal en bas. Vous allez faire votre neurologie au niveau des bras, tout paraît bien. Le syrinx était un petit peu plus bas. Les retentissements, ça va être au niveau du thorax, des territoires sensitifs, et puis ça va être au niveau des réflexes abdominaux. Vous n'avez pas pensé à les faire, vous êtes passé à côté. Donc ça, c'est assez important de les faire. Parce qu'on n'est pas habitué à les faire, c'est des zones qu'on oublie régulièrement, ou qu'on veut éviter de faire pour des raisons de ne pas trop déranger le patient sur des zones intimes, mais il ne faut pas passer à côté dans ces cas-là. Donc ce qu'on va trouver aussi, c'est des anomalies au niveau du cerveau, comme des asymétries au niveau du pont, de la médulla, du système vestibulaire dont je vais vous reparler un peu plus tard, capsule interne et puis corpus callosum. Et puis aussi, beaucoup, ça vous en avez entendu parler, puis elles sont souvent plus faciles à trouver, c'est des anomalies terminales de la moelle épinière. Dans ces cas-là, souvent, vous avez des taches ou une zone de pilosité importante où on a à l'extrême des méningocèles qui ont été opérés, etc. Donc ça, c'est beaucoup plus facile de ne pas passer à côté. Donc là, je vais vous donner 2-3 petits exemples de ce que ça donne au niveau des anomalies qu'on peut trouver. Donc ça, c'est une illustration sortie d'un article scientifique sur un case report. Où vous voyez votre foramen magnum, ses limites, puis vous voyez les tonsilles cérébrales qui dépassent, ça a été mesuré là à 0,4 mm de souvenir. Ce qu'on voit, vous voyez une belle scoliose qui s'illustre avec. Il a été trouvé aussi une conduction nerveuse qui est asymétrique. Donc ça, c'est un cas. Un autre cas avec Arnold-Chiari et syrinx chez une mère et une fille. Donc là, on avait carrément le Arnold-Chiari de présent. Et puis, je vous ai décrit ce qu'on trouvait comme signe neurologique associé. Là, vous voyez, c'est une petite fillette de 8 ans, scoliose 18 degrés thoracique droite. On a tendance à vous dire que
gauche c'est neurologique, il faut envoyer tout de suite en consultation neurologique, mais c'est pas parce que c'est droite que c'est pas neurologique. Donc il faut ouvrir quand même les yeux, même sur le droit. Puis ce qu'elle avait, réflexe abdominaux asymétriques. Elle avait quand même des réflexes ossotendineux des membranes hyperactifs. Mais là, vous pouvez constater que ce soit la mère comme la fille, les syrinx sont assez visibles et assez gros. Donc on s'attend à ce qu'il y ait des signes beaucoup plus importants quand le syrinx est très gros. Je ne m'attarde pas non plus sur le cas de la maman, mais pareil, une courbe thoracique droite, les réflexes ostéotendineux des membranes hyperactifs, un clonus, puis une sensation d'émineux sur le thorax. Donc encore une fois, important de vérifier le thorax et puis l'abdomen. Les dysfonctions neurologiques qui sont associées avec la scoliose. Ce qu'on remarque assez couramment dans les personnes qui ont une scoliose, c'est que c'est des gens qui ont des problèmes au niveau de leur équilibre. On s'entend qu'ils sont capables de tenir debout et droit, mais vous les mettez par rapport à quelqu'un qui n'a pas de scoliose, il va y avoir un petit peu plus d'oscillation si vous leur faites fermer les yeux. Dès qu'on va les mettre dans une situation un petit peu plus contraignante que juste debout, immobile, on va avoir une différence qui va apparaître. Donc ça peut être lors de la marche, où ça va être beaucoup plus challengeant parce qu'on est dans une situation dynamique, ou ça peut être en enlevant la vision. Vous enlevez une des 3 informations qui permet de maintenir l'équilibre. En enlevant la proprioception, vous mettez des vibrations au niveau des tendons d'Achille. Il y a plein de cas qui vont donner ce résultat-là. Donc le rapport qu'il y a directement avec l'équilibre, c'est qu'effectivement, il y a des problèmes de proprioception qu'on peut individualiser. Il y a des problèmes de fonction oculo-vestibulaire. Tout ce qui va être suivi en mouvement d'une cible alors que vous êtes en train de vous déplacer, ça va être un petit peu plus compliqué. Il y a des fonctions vestibulomotrices qui sont atteintes. Quand on va stimuler le système vestibulaire, la posture va être beaucoup plus fortement perturbée que chez quelqu'un qui n'a pas de scoliose. Et puis les fonctions cognitives aussi peuvent être atteintes. C'est-à-dire que vous allez avoir des gens qui vont sous-estimer beaucoup le mouvement qu'elles ont ressenti. Des personnes qui vont vraiment sous-estimer le mouvement. Comme je vous disais, au niveau fonctionnel, comme je vous ai illustré précédemment, vous avez des potentiels évoqués, donc de l'électrophysiologie qui va retourner anormale ou asymétrique chez les patients avec une scoliose. Aussi, on a beaucoup d'études qui commencent à arriver sur tout ce qui va être stimulation transcrânienne magnétique, où on va pouvoir explorer aussi ces asymétries-là. Donc, qu'est-ce qu'on associe avec cette dysfonction neurologique? On revient un petit peu à nos problèmes avant de croissance osseuse. On a un système qui grandit. Ce système grandit et puis il crée des nouvelles conditions. Vous avez votre adolescent, mesuré 1,50 m, quelques temps plus tard, il fait 1,65 m, 68 m. Le système nerveux, il fonctionne avec des cartes, en fait. Quand vous êtes né, vous n'aviez pas déjà ça c'est ma main, il faut que je fasse telle force pour attraper un objet, pour qu'il ne m'échappe pas des mains, etc. Tout ça, c'est des choses qui ont été apprises. Le principe qui se passe, et puis l'idée qui se développe actuellement au niveau fonction neurologique et puis scoliose, c'est que le système nerveux fonctionne sur un système de schéma corporel. Vous apprenez un certain schéma, puis ce schéma doit s'adapter en fonction des tâches que vous faites, en fonction des nouvelles conditions que vous rencontrez. Le problème, c'est que l'ensemble des éléments dans ce schéma ne sont pas totalement matures au moment de l'adolescence, ils sont en train de finir leur maturation. Et puis le gros pic de croissance a lieu à ce moment-là. Donc vous avez un conflit entre un système nerveux qui n'est pas prêt à prendre et mettre à jour le nouveau schéma corporel du pic de croissance le plus important de toute votre vie, et puis ce pic de croissance qui arrive vraiment là et pas un an plus tard. Donc vous avez ce conflit-là, la carte qui ne va pas être forcément bien mise à jour au niveau proprioceptif. Il ne vous reste plus que des informations vestibulaires à vous faire confiance.
Si celles-ci sont erronées, vous allez avoir un mélange d'informations complètes, mélanger votre carte, et puis faire des mauvaises mises à jour, des mauvaises commandes motrices. C'est un petit peu le modèle vers lequel on s'en va. Si vous rajoutez en plus éventuellement un problème de commande motrice sur des problèmes de compression, d'asymétrie motrice, d'asymétrie des voies motrices, vous pouvez rajouter un certain mélange détonnant. Donc l'hypothèse, en fait, par exemple, sur lequel je travaille personnellement, ça s'appuie pas mal là-dessus. C'est une altération de l'intégration vestibulomotrice. La commande vestibulomotrice qui va arriver jusqu'aux muscles qui font votre commande, votre posture, qui maintiennent votre posture, va être incorrecte, va être asymétrique, parce que les commandes au-dessus, les réseaux au-dessus sont pas mis à jour correctement. Vous allez avoir vos tensions musculaires asymétriques qui vont se mettre en place, et puis qui vont accélérer le phénomène de rotation, qui vont accélérer le système de déformation, et l'apparition et la progression de votre scoliose qui va s'en suivre. Puis, par exemple, pour le système vestibulaire, c'est les exemples où on en est ici, c'est que on trouve une dysfonction vestibulaire au niveau périphérique et central chez les patients qui ont une scoliose idiopathique. On a des liens aussi minimes, mais on est en train de les mettre de plus en plus en avant sur le lien de cause à effet. C'est le travail sur lequel je suis actuellement. Puis c'est toujours effectivement, comme je vous disais, le problème de la scoliose, c'est la poule ou l'œuf. Est-ce que c'est la déformation qui crée l'asymétrie fonctionnelle, ou est-ce que c'est la symétrie fonctionnelle qui crée la déformation? Pour ça, ça prend, pour en être certain, ça prend des grosses études de cohorte. On prend des gens qui sont à l'école, on va tous les tester, puis ceux qui ont une scoliose qui apparaissent, on va pouvoir voir, et puis ceux qui n'en ont pas, on va pouvoir voir. Ça, malheureusement, avant, ça prend d'autres niveaux de preuve avant de dégager l'argent nécessaire pour ça. Et puis, donc un des moyens d'explorer ce système vestibulaire, ça va être la stimulation galvanique. C'est quelque chose qui se fait pour le moment au niveau recherche, mais qu'on pourrait peut-être voir au niveau clinique. Vous mettez des électrodes en arrière des oreilles, vous envoyez une petite stimulation qui devrait juste faire bouger la personne dans le domaine de ses oscillations spontanées quand elle a les yeux fermés, sauf que l'oscillation va être synchrone avec la stimulation. Puis dans le cas de quelqu'un qui a une scoliose qui est causée par un problème vestibulaire ou d'intégration de la balance, de son équilibre, vous allez avoir quelqu'un qui va réagir de façon disproportionnée. Donc ça pourrait être par exemple un système portatif très facile pour faire un dépistage de ces cas-là dans un cabinet. Système portable, en fait, stimulation, ça demande un petit boîtier de cette taille-là qui contient les piles, générer le courant, faire la sortie, à la limite ça pourrait même être très précis si on connecte ça à un ordinateur. 2 électrodes qui sont reliées, un accéléromètre posé sur la poitrine. En arrière des oreilles. Donc c'est quelque chose d'assez simple, c'est très peu invasif. Oui, il y a un petit courant électrique d'1 milliampère qui va être apposé, mais qui est beaucoup moins que ce que vous apposez quand vous faites des modalités musculaires qui sont de l'ordre de 15 milliampères pour faire du travail musculaire. Donc sur un TENS ou autre, on est beaucoup plus bas. Les considérations génétiques. Bon, évidemment, la scoliose, on clame haut et fort que c'est quelque chose de génétique. Puis je vais pas vous le contredire, la plupart des mécanismes dont je vous ai parlé, il y a une protéine qui est liée à ce mécanisme, ou un paquet de protéines, et donc il y a des liens génétiques pour créer ces protéines, pour l'expression de ces protéines, etc. Le problème, c'est que dans le cas de la scoliose, on a beaucoup de causes différentes, donc beaucoup de gènes différents impliqués pour l'ensemble des causes, et puis même individuellement pour chacune des causes. Donc régulièrement dans la littérature, on a trouvé le gène de la scoliose. On devrait plutôt dire on a trouvé un des gènes pour certains cas de scoliose.
parce qu'un autre chercheur reprend le même gène, il reprend le test sur une autre cohorte, puis ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand vous prenez une cohorte de personnes qui ont une scoliose, vous prenez un échantillon de ce que vous avez pu piocher au rayon fruits et légumes. Puis les yeux fermés, puis un coup vous allez avoir 3 pommes, 5 bananes, 2 oranges, et puis vous refaites la même pioche, et puis la fois suivante vous allez avoir que des pommes. Il y a un cas où vous allez valider votre hypothèse, il y a un autre cas où vous n'allez pas la valider. Donc la première chose, c'est d'avoir des éléments pour dépister. Donc entre autres, par exemple, dépister le vestibulaire. À Sainte-Justine, ils font le dépistage pour les problèmes d'expression d'ostéopontine ou de mélatonine. C'est vers là qu'on s'en va. Arriver à dépister vos patients sur quelle est leur cause pour choisir leur traitement après ou éviter les traitements qui peuvent être dommageables. Et donc ça, les considérations qui sont liées au génome, c'est que oui, il est important le génome, mais il faut trouver le lien fonctionnel avant de s'orienter vers le génome. Et puis, c'est important de ne pas oublier le côté héréditaire non génétique, c'est-à-dire tout ce qui va moduler cette expression du génome. Le modèle actuel. Donc là, avec tout ce que je vous ai expliqué comme cause sur laquelle on travaille, j'espère que vous allez plus, si on vous pose la question c'est quoi la scoliose, vous n'allez pas commencer par dire c'est une maladie, parce que c'est pas le cas. C'est un syndrome. Il faut le voir comme ça, c'est un syndrome. Et puis on peut parler de la scoliose comme quand même une pathologie multifactorielle. Donc il y a un ensemble de, comme un ensemble de pathologies multifactorielles. C'est encore une fois pas une maladie, pas un syndrome. C'est un syndrome. Multifactoriel et plurifactoriel, c'est-à-dire que on s'attend à ce que les patients qu'on a à l'heure actuelle, certains répondent à une cause précise. Par exemple, vous avez un patient, il a un problème vestibulaire. Vous avez un autre, il a un problème de proprioception. Vous en avez un autre, il a un problème du signalement de la mélatonine. Puis vous en avez un autre à côté, il en cumule 2 ou 3. Possiblement que les cas qui progressent le plus, qui sont plus à risque, c'est peut-être une cause précise, mais ça peut être juste le fait de cumuler par malchance 2 ou 3 causes. Et le fait de mélanger le petit élément déclencheur qui commence à faire la symétrie, le petit élément qui va inciter à l'accélération, la mélatonine n'est pas sécrétée ou son signalement n'est pas interprété. Vous allez avoir un petit début d'asymétrie, donc une petite scoliose qui aurait pu ne pas évoluer. Vous en rajoutez un autre, ça progresse de façon exponentielle. Donc c'est vraiment le modèle vers lequel on s'en va. C'est plusieurs causes séparées, mais qui peuvent se retrouver mélangées et accélérer le mauvais pronostic du patient. Les suites pour le traitement. Donc, ce qui vous intéresse peut-être un petit peu plus, malheureusement pour le moment, j'ai pas grand-chose de neuf à vous dire que de continuer avec ce qu'on a pour le moment. C'est-à-dire essayer de travailler, de vous investir de plus en plus en tant que professionnel de santé pour le dépistage et pour la prise en charge. C'est assez important parce que le secret du traitement actuel pour la scoliose, c'est un dépistage précoce. C'est-à-dire que votre patiente qui est dépistée avec 15 degrés, si on la surveille tant qu'elle est à 15 degrés puis qu'on intervient avant que ça évolue trop vite, dès 25 degrés, avec le corset, elle a plus de chances, sauf les cas dont je vous ai parlé, de rester à 25 degrés que si on attend d'être à 35 degrés pour la trouver et puis s'occuper d'elle. Donc encore une fois, que ça soit corset rigide, que ça soit corset élastique, c'est pas le problème là. C'est qu'il faut une prise en charge le plus tôt possible pour être efficace. Et puis, en tant que chiropraticien, vous êtes vraiment les gens formés pour ça. Vous avez une formation sur la colonne vertébrale.
Il n'y a pas de dépistage systématique pour le moment au Québec, à moins que la profession se mette en charge pour le faire. Et puis, je serais heureux d'aider à le faire parce que je pense que c'est important. Ça a un coût, mais ça a une efficacité prouvée. Une grosse partie du coût du dépistage systématique, c'est envoyer le monde dans les écoles chaque année. Et l'autre gros coût qui fait que beaucoup de pays refusent de l'assumer, c'est les mauvaises références. C'est faire une référence d'un cas en orthopédie qui était à 12 degrés. Il n'a pas sa place en orthopédie encore. Il fait perdre du temps à celui qui en a besoin et puis il fait perdre des ressources financières au système de soins. En tant que chiropraticien, vous êtes une porte d'entrée dans le système, vous êtes nombreux, vous pouvez faire la différence, c'est-à-dire faire le bon choix éclairé. Puis inversement, pas faire de retard diagnostique, parce que si vous suivez votre patient sans qu'il y ait de référence orthopédique au-delà de 25 degrés, là vous créez un retard diagnostique. C'est pas parce que vous allez envoyer votre patient voir l'orthopédiste que c'est plus votre patient. Il vient toujours vous voir. Ça n'a jamais été votre patient de toute façon, mais il pourra toujours venir vous voir après avoir vu l'orthopédiste. Puis l'orthopédiste sera très heureux de voir que vous lui avez fait une bonne référence, arrivé à 25 degrés, puis pas que vous avez fait attendre qu'il soit rendu à 35 ou 40 degrés, alors que vous en aviez connaissance déjà avant. Donc ça, c'est vraiment les chiffres à retenir. Puis malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a aucun traitement validé par la prise en charge chiro. Mais on n'est pas les seuls, il n'y a pas vraiment de prise en charge validée pour les exercices physiques, il n'y a pas vraiment de prise en charge validée pour la physiothérapie. Mais il y a quand même des choses qui se font. Ce n'est pas parce que ce n'est pas validé que vous ne pouvez pas le faire. Mais il faut que vous respectiez ce qui est validé. Ce qui est validé, c'est 25 degrés référence orthopédique, 45 degrés référence orthopédique, mais en vue de la chirurgie potentielle. Donc tant que vous respectez ces règles-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans votre cabinet pour le bien-être de votre patient. Et puis là, en ce moment, il y a une étude qui est en train de commencer justement sur la prise en charge chiro pour le volet de douleur. Donc on a notre collègue Jean Théroux qui à Sainte-Justine est en train de lancer un grand projet clinique de suivi de la prise en charge des patients en préopératoire. Donc, c'est déjà évaluer la douleur qu'ils éprouvent avec leur scoliose et puis voir si avec les manipulations, la prise en charge chiro autre que manipulation, donc globale, on peut agir là-dessus. Donc où référer en orthopédie, parce que je vous dis faut référer. Au Québec, on a 2 centres qui s'occupent de la scoliose au niveau médical, au niveau orthopédique infantile. Vous avez sur la région de Montréal l'hôpital Sainte-Justine. Puis là, vous avez un paquet de monde qui s'en occupe, je ne vais pas tous vous les citer. Et puis, de façon générale, Sainte-Justine, ils sont plus spécialisés pour le monde qui est sur la région de Montréal. Puis tout ce qui est à l'ouest de Trois-Rivières, contrairement à ce qui est marqué là, s'en va à Montréal. Et puis d'à partir de Trois-Rivières, et puis tout l'est, jusqu'à Gaspé. Puis on remonte sur la côte nord. Tout ça, c'est en référence à la clinique orthopédique infantile de Québec, puis qui vont être pris en charge à l'hôpital à Québec. S'il y a chirurgie à faire, mais sinon ils sont suivis là par des orthopédistes qui sont spécialisés dans le suivi de scoliose. Donc, comme vous voyez, il y a 2 grands centres de scoliose, donc ça incite encore plus, vous en tant que chiropraticien proche, de pouvoir faire un suivi régulier. Parce que ça veut dire que tous les 6 mois ou tous les 3 mois, ils sont obligés de faire quelques kilomètres en voiture pour se rendre là. L'avenir thérapeutique. Bon, ça reste du fantasme par rapport à tout ce que je vous ai expliqué. Tout ce qui est problème neurologique fonctionnel avec des problèmes vestibulaires, des problèmes de proprioception, tant qu'on n'objective pas un problème vraiment au niveau de la conduction d'un nerf, d'une compression, d'une démyélinisation, tant que c'est du neurologique, il reste toujours la place à la rééducation, il reste toujours la place à l'entraînement. Donc si c'est quelqu'un qui a un trouble vestibulaire qui est juste un problème de gestion des informations, une rééducation vestibulaire, pourquoi pas.
Ça reste du fantasme encore, on n'est pas encore au point de valider le traitement, mais on sait que ça existe, ce genre de traitement, et puis pourquoi pas l'adapter si on dépiste que le problème c'est ça. Si c'est un problème de proprioception, ben, en physiothérapie, il y a souvent des exercices de rééducation proprioceptive suite aux entorses de cheville. Ben, pourquoi pas adapter le même genre d'exercice aussi pour un problème de scoliose pour éviter sa progression. Donc il y a des avenirs thérapeutiques étiologiques. Au niveau hormonal, si c'est un problème de mélatonine, de signalisation, là ça va être un peu plus compliqué. Si c'est la protéine G qui est défectueuse, ben là, un avenir thérapeutique, ça serait la thérapie génique, ben, en espérant de trouver quelque chose de fonctionnel et puis qui ne soit pas trop délétère. Niveau biomécanique purement, ben, il reste la solution des agrafes, qui n'est pas forcément ce que j'apprécierais le plus, mais ça reste une option à voir. Peut-être qu'il y a d'autres options qui peuvent se voir. Puis de façon générale, dans tous les cas, il reste toujours le traitement qu'on a à l'heure actuelle. Donc tout ce qui va être prise en charge corset, puis toutes les autres prises en charge qu'on va pouvoir démontrer, comme les manipulations, les exercices physiques. Est-ce qu'ils ont une efficacité sur diminuer la symétrie de croissance, etc. Ça, c'est des choses qui restent encore à démontrer. Mais c'est du travail aussi pour vous, pour essayer de le faire en clinique et puis tenter la chance. Quand il n'y a pas d'autre alternative, on peut améliorer le quotidien comme ça. Voilà, je reviens sur la diapositive du début. Donc vraiment les points que vous avez à retenir entre le début et la fin de mon blabla d'un petit peu plus d'1 heure, c'est vraiment ça. C'est 25 et 45 degrés. La prise en charge du corset. Donc la première référence orthopédique à partir de 25 degrés. Considérez la scoliose non pas comme une maladie mais comme un syndrome. Il y a plusieurs causes possibles. C'est pas parce qu'on ne les a pas identifiées chez votre patient qu'il a la même cause que son voisin. Investissez-vous pour dépister la scoliose, pour faire des suivis. C'est très important. Si les chiro ne le font pas, je ne sais pas quelle profession va pouvoir le faire. Et puis votre examen neurologique poussé. 30% des cas quasiment ont une cause neurologique sous-jacente qu'on n'a pas trouvée. Pas trouvée des fois parce qu'il n'y avait pas de chance de les trouver, mais souvent parce qu'on a fait un peu l'examen un peu trop vite. Puis pas de promesse à votre patient. C'est pas parce que le patient précédent il est passé de 35 degrés à 12 degrés entre vos mains que ça va le faire pour tous les patients. Et puis c'est pas parce qu'il a eu ce résultat que c'est vous qui avez été la cause du résultat. Donc restez humble par rapport à vos résultats, surtout quand il y a 40% des cas qui évoluent naturellement bien. Merci pour votre attention.